Il est 19h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de ce samedi. Des conditions extrêmes, du matériel lourd mais indispensable. Les sauveteurs en milieu périlleux sont les anges gardiens des randonneurs. Tous les premiers samedis du mois, ils s'entraînent 4 heures. Nous les avons suivis. La COP28 à Dubaï, entre engagements, avancées, promesses. Les dirigeants des grands pays arriveront-ils à s'accorder sur les urgences? Quelles attentes pour les pays et petits États de l'Océanie dans la lutte contre le réchauffement climatique? Nous aborderons la question avec Olivier Poté, directeur de l'écomusée Farenatura à Moorea. Des dizaines de médailles, des visages heureux. Les athlètes tahitiens ont rempli leur mission. La 17e édition des Jeux du Pacifique s'est terminée en beauté. Et clap de fin aussi pour le Hura Tapeiru ce soir. Les finalistes s'affrontent sur la scène du Grand Théâtre. Nous irons prendre l'ambiance du côté de la Maison de la Culture. Ils sont attendus à chaque fin d'année, mais ils pourraient bien se faire rares, sont notables. La récolte des litchis de Tubuai n'a pas tenu ses promesses. Explication à la fin de cette édition. Des randonneurs en détresse, coincés dans une crevasse en montagne ou piégés par des pluies diluviennes. Ces incidents sont fréquents au Whenua. Le dernier remonte à seulement quelques semaines. Un militaire en danger dans la vallée de Itia. L'homme doit la vie à ses anges gardiens, les bénévoles de la Fédération polynésienne de protection civile. Des sauveteurs habitués aux milieux périlleux, leur terrain de jeu. Cette année, ils sont intervenus une quinzaine de fois. Nos reporters Ismaël Tayata et Patita Savea les ont suivis ce matin. Le temps d'un entraînement regardé. Le vertige, ils ne connaissent pas. La montagne, leur terrain de jeu préféré. Et les descentes en rappellent leur manœuvre de prédilection. Tous les premiers samedis du mois, c'est 4 heures d'entraînement obligatoires. C'est pour être opérationnel, au cas où si on a des crues, des cyclones, n'importe quoi. Voilà. On peut répondre aux inters. Voilà. Être autonome sur sa corde et dans tous les cas de figure pouvoir se déplacer. Donc on les met un peu de stress et donc les gens ils sont dessus, tu vois. Ils ont de la course à pied, ils descendent, ils montent, course à pied, gainage, après c'est reparti. Le groupe d'intervention en milieu périlleux, c'est eux. Un randonneur en détresse, ils interviennent rapidement au péril de leur vie. 2 victimes, deux victimes, un au rachis et puis un au bras. Okay. 2 randonneurs tombés dans le ravin. Bien sûr, tout ça est factice et pourtant, les conditions d'exercice, elles, sont bien réelles. On a envoyé un binôme qui est composé de médecins et puis d'infirmiers en premier temps. Ils font le premier bilan et ensuite, dès qu'ils ont besoin du matériel en plus, on fait descendre avec d'autres équipes. Un sauvetage en simultané, une attelle de bras pour l'un et un collier d'attelle thoracique pour l'autre victime, des soins prodigués sur place et une équipe coordonnée plus haut pour remonter les blessés. Il faut connaître son matériel d'abord, ensuite il faut évaluer le terrain avant de se lancer, puis après c'est une question de cardio je pense, et d'organisation. On s'entraîne à la caserne pour tout ce qui est nœuds, matériel, etc. Puis ensuite on met en application ici, à chaque entraînement on apprend une manœuvre supplémentaire. Durant les interventions, les conditions sont extrêmes. Une combinaison qui tiendrait chaud même en plein blizzard. Casque, mousqueton, corde, 10 kilos de matériel en plus sur chacun d'eux. On a la chance d'avoir le SAM, tout ça, qui connaissent bien toutes les montagnes. Du coup, c'est eux qui font le briefing, qui mettent en place les manœuvres. Et après, nous, on exécute. Les randonneurs sont sains et saufs. Il aura fallu 40 minutes au groupe d'intervention pour les remonter en lieu sûr. Et fin de la grève à l'EPIC Teitoro, fournisseur d'électricité à Moorea. Les négociations se sont achevées en milieu d'après-midi entre la direction et le syndicat CSIP. Une dizaine de salariés étaient en grève depuis lundi sur les 23 que compte l'établissement. Les revendications portaient sur 2 points, l'application de l'accord collectif sur certaines primes et la programmation de formation sécurité liée au métier d'électricien. L'agence commerciale rouvrira normalement lundi. Et eux ont ouvert leurs portes toute la journée. Eux, ce sont les élèves des 5 filières professionnelles du lycée catholique de Don Bosco à Taunoa. Des jeunes engagés et impliqués pour leur journée porte ouverte. Le rendez-vous est annuel. L'objectif commun, valoriser leur travail et compétences acquises au cours de l'année. Élèves motivés, parents intéressés, Rowan Poturu et Jérôme Lee sont partis à leur rencontre. Veuillez faire attention aux gens par là. Parlez. Alphabétisé, répétez. C'est une journée sous haute surveillance. Toutes les entrées et sorties sont filtrées par les élèves. Au poste de contrôle, Terry, chef d'équipe, rien ne lui échappe. Je gère les com radio.
J'enregistre tout ce que les agents me disent. Cette filière va pouvoir m'amener au métier que j'ai envie de faire plus tard. J'ai envie de travailler à la douane et ce bac va pouvoir me donner quelques qualifications pour elle. De son côté aussi, Teipoar I est prêt à intervenir en cas d'incident. Sa vocation est toute trouvée. Moi, plus tard, je fais pompier et j'aimerais vraiment faire ça, aider les gens. Là, ils ont vraiment une perspective et ils ont des perspectives d'emploi. Tous nos élèves sortent de là, ils passent les concours ou ils travaillent dans la sécurité privée ou sécurité incendie immédiatement. Autre univers, la boutique pédagogique des métiers du commerce et de la vente. Tous les produits exposés sont écologiques et fabriqués par les élèves et à chaque fois, la demande est au rendez-vous. Je viens chercher des moneuils caraïens ou d'autres comme le santal. Et les filières qui sont proposées aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Ici à Don Bosco, je trouve qu'il y en a plus maintenant pour les enfants. Et il y a eu beaucoup de réussite, j'ai vu, parce que mon aîné, maintenant il est en France. Il sortait d'ici de la filière logistique. C'est un intérêt des parents de venir voir les filières que suivent leurs enfants. En fait, le mien, il est sur la filière MS, dans l'ambition de devenir sapeur-pompier professionnel. Donc il est bien aussi de voir d'autres filières qui se rattachent à l'établissement. Et on emmène les enfants, les autres enfants de la famille pour qu'ils s'imprègnent déjà des éventuelles possibilités qu'ils auront à l'issue de leur cursus au collège. Le lycée catholique propose 5 filières de bac pro et un BTS de management. Près de 400 élèves y sont inscrits. Aux dernières épreuves du bac, le taux de réussite était de 94%. Direction à présent Dubaï, aux Émirats arabes, où les engagements pleuvent à la COP28. 197 États et les membres de l'Union européenne y sont réunis jusqu'au 12 décembre. Au cœur des discussions, la transition énergétique, les technologies et le bilan des engagements pris à Paris en 2015. Les négociations ont démarré jeudi avec des promesses et un accord. Explication de Lorraine Gublin, envoyée spéciale de France 2. Eh bien, il y a déjà eu ici une première avancée, même une première victoire. Les contours d'un fonds appelé pertes et dommages ont été adoptés. Ce fonds va permettre d'aider les pays les plus pauvres à faire face financièrement aux conséquences dramatiques du changement climatique. C'était une mesure très attendue. Maintenant, les négociateurs pour les États insulaires du Pacifique seront très attentifs aux montants qui seront versés à ce fonds par les pays riches et à la manière dont ils seront alloués, afin que ces fonds soient accessibles facilement. Ici, à Dubaï, l'enjeu est aussi de garder le cap fixé à Paris en 2015, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, car on le sait, pour le moment, la trajectoire n'est pas du tout la bonne. Alors les négociateurs veulent de nouveaux engagements pour diminuer encore plus vite les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les aides à l'adaptation face au réchauffement climatique. Et pour en parler ce soir, nous recevons en plateau Olivier Poté, directeur de l'écomusée Farenatura à Montréal et Yaurana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on vient de l'entendre, premier accord qui a été trouvé, c'est donc un fonds de pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables. Donc ça vient normalement aider inondations, cyclones, sécheresses. En Polynésie, on n'est pas épargné. On a souvent des sécheresses dans certaines îles. Les atolls peuvent être submergés, une érosion du littoral, des espèces menacées. Est-ce que ce fonds est important ? Alors, il est important pour effectivement les pays les plus pauvres du Pacifique qui vont devoir faire face à des conséquences que tu viens de donner qui seront dramatiques pour les populations. Après, concernant la Polynésie, la réflexion, elle peut être un petit peu autre finalement. Ce qui nous manque en Polynésie, c'est pas tant de l'argent, ça va être de l'accompagnement du peuple polynésien sur le changement de pratiques. Alors, on parlait des pratiques alimentaires, bien évidemment les pratiques énergétiques. Donc, je dirais qu'aujourd'hui en Polynésie, la vraie question, c'est pas tant quel est le chèque qu'on va recevoir de ces grandes nations, mais plutôt quels sont les dispositifs d'accompagnement qu'on peut mettre en place pour accompagner les Polynésiens. Et est-ce qu'il y a des efforts à faire en plus ici en Polynésie, justement, en termes d'accompagnement ? Oui, bien sûr. Alors, il y a, si on prend par exemple l'empreinte carbone moyenne du Polynésien, donc c'est 11,5 tonnes par an et par habitant. L'objectif pour la Polynésie, c'est de la diviser par 2 d'ici 2030. Sur les 11,5 tonnes, on a la moitié de la contribution carbone qui est représentée par les importations, notamment les produits électroménagers, mais aussi les produits alimentaires. Donc, amorcer une transition sur des produits locaux, c'est quelque chose d'essentiel pour la Polynésie. Alors, il y a une deuxième priorité à la COP28, c'est
la transition justement énergétique, avec cette priorité d'aller vers le renouvelable. En Polynésie, il y a justement ces projets de centrales hybrides à Mai'o, mais également d'unités de stockage de photovoltaïques dans les îles, par exemple Tahare, Atea ou encore Rurutu. Est-ce que notre territoire est bien avancé ou est-ce qu'il faut faire encore un petit peu plus de progrès à ce niveau-là, peut-être aller plus vite? Alors oui, il faut faire plus et faire plus vite et faire tous ensemble, ça c'est vraiment essentiel. En Polynésie, on a quand même la chance d'avoir des opérateurs énergétiques, alors que ce soit l'opérateur historique ou les petits nouveaux comme l'EPIC ou la SPL, qui font du gros boulot sur l'amélioration de cette transition énergétique. Je voulais dire aussi que la transition énergétique, c'est quelque chose qui s'impose à nous, c'est pas un choix qu'on doit faire. Les contraintes, elles vont s'imposer. Si on décide pas aujourd'hui en Polynésie d'amorcer cette transition vers des énergies renouvelables, on va se retrouver sans pétrole ou en tout cas avec un pétrole complètement inaccessible en termes de coûts d'ici quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous. C'est pas un choix qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans nos logiques pour pouvoir déployer de l'énergie renouvelable sur le territoire. Et est-ce qu'il y a des pays ou des États en Océanie qui ont pris de l'avance sur lesquels on pourrait, par exemple, typiquement prendre exemple? Oui, bien sûr. Alors, il y a tous les pays, les petits pays insulaires du Pacifique qui, eux, aujourd'hui, ont peu de moyens, en tout cas beaucoup moins de moyens que la Polynésie. Ils se sont déjà adaptés, ils ont déjà mis en place des dispositifs d'adaptation. Je pense à l'alimentation à Kiribati, l'énergie aussi à Tuvalu, où on est quasiment passé intégralement sur de l'énergie renouvelable. Donc, il y a aussi un exemple à prendre chez les plus petits. La COP28, on a un peu l'impression que c'est les grands pays donneurs de leçons qui vont faire des chèques aux petits pays. Mais les petits pays, finalement, est-ce que c'est pas eux, en tout cas dans le Pacifique, qui sont le plus avancés sur ces questions-là? Je pense que ça mérite de poser la question. Merci beaucoup, Olivier Poté. Merci. Je rappelle que vous êtes donc directeur de l'écomusée Whare Natura à Moorea. Maruru. De retour après 7 ans d'absence, les assises de la jeunesse, ça se passait aujourd'hui à la présidence. Plus de 150 jeunes de 14 à 30 ans réunis sur une dizaine d'ateliers. Le thème de la journée, je suis jeune et ça compte. Et l'idée, réfléchir ensemble à l'élaboration du futur schéma directeur et co-construire des politiques publiques par et pour les jeunes. Nanihi Masson, conseillère technique à la jeunesse, et Taoa Eri Maono, directeur général des services de l'UPJ, détaillent les objectifs au micro de Sandroli. L'objectif de cette journée, c'est vraiment de recueillir les attentes, les besoins des jeunes. C'est pour ça qu'on accueille plus d'une centaine de jeunes aujourd'hui. Et les acteurs de la jeunesse, les acteurs engagés au service de la jeunesse. Voilà, donc on attend 180 personnes pour brainstormer, recueillir les attentes et les besoins. Maintenant, ce qui reste à faire, je pense, à mon analyse, c'est de mettre en synergie l'ensemble des forces au service des jeunes et surtout veiller à ce que l'ensemble des opérations que l'on met en place, elles répondent à des besoins de territoire, elles répondent à des besoins de population. Les jeunes, c'est une population qui est en perpétuelle évolution et elle nous appelle, nous en tant que responsables, à modifier nos façons de faire, amender nos approches des publics et surtout, à un moment donné, prendre du recul et vérifier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et place au sport avec notre page Jeux du Pacifique. Clap de fin des Jeux du Pacifique 2023. La cérémonie de clôture, c'était hier, du côté de Honiara, la capitale des îles Salomon. Près de 12 000 spectateurs dans le stadium King George. Un moment fort et inoubliable pour nos Polynésiens enchantés et heureux de leurs médailles et de leurs titres, mais aussi de l'événement. Reportage Melissa Chong et Areo Tefafana. In 2027 for the 18th Pacific Games. Ce geste fort de la remise du drapeau blanc des Jeux du Pacifique à Louis Provost marque la fermeture des 17e Jeux aux îles Salomon. Les athlètes de Tahiti ont donné toute leur énergie durant 2 semaines très intenses. Ils repartent les valises remplies de médailles et le cœur riche en souvenirs. Franchement, c'était magique. Ça m'a permis de connaître beaucoup de disciplines. J'ai fait beaucoup le tour d'ailleurs. Je suis allée voir pratiquement toutes les fédérations, le triathlon, l'aquathlon, la boxe que j'aimais pas, que j'ai appris à aimer grâce aux Jeux. Et l'organisation, les infrastructures, génial. C'était magnifique, une super expérience, de belles rencontres, très riche aussi culturellement, de rencontrer toutes ces personnes de tous ces pays différents. Excellent, excellent. J'ai fait une médaille pour mon fénou. C'était impressionnant de voir toute l'effervescence autour des athlètes et la pression qu'on peut quand même avoir, on peut ressentir. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de la part des gens de Tahiti et d'ici. Pour moi, c'était mes premiers Jeux du Pacifique. Donc franchement, bonne ambiance.
J'ai découvert plein de disciplines et puis on avait une belle équipe en triathlon, on a ramené les médailles qu'on voulait. Moi c'est mes 4e jeux et je suis toujours aussi passionné par ce qui se fait. Il y a toujours des couacs d'organisation et tout. Mais l'ambiance des jeux, c'est à faire une fois dans sa vie. Là aujourd'hui en plus ça a une saveur particulière, je suis porte-drapeau, en plus on va nous transmettre le témoin pour Tahiti 2027, donc ça va être exceptionnel ce soir. Super léger, c'est une première aussi pour moi, malgré l'élimination. Pas grave, on va réunir plus fort et les prochains jeux c'est chez nous. Une soirée festive où se sont enchaînés danse, chant et même un haka de nos Aito tahitiens. Rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition avec la Polynésie française comme pays hôte. Voilà, c'est déjà la fin de ces 17e Jeux du Pacifique. En tout cas, Tahiti a vécu une très belle aventure et surtout a ramené de très belles médailles. 160 médailles au total, dont 57 en or. Cela nous classe ainsi 2e pour ces Jeux du Pacifique ici aux îles Salomon. On tient à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en télé, radio, sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux. Félicitations à tous nos athlètes du Whenua. Porinetiat, hey! Du Whenua. De compétition, 36 formations sur la scène du Grand Théâtre, un public animé et nombreux. La 17e édition du Hura Tapairu se termine ce soir avec les finales. Le moment est attendu, souvent sous tension, car à la fin, le nom des groupes vainqueurs. Nous rejoignons sur place nos journalistes James O et Sandro Lee. Quelle est l'ambiance dans la salle, James O? Oui, bonsoir Céliane, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, l'ambiance est plutôt calme, plutôt studieuse ici au Grand Théâtre de Te Whare Tauhiti Nui. Il faut dire qu'au niveau des spectateurs, il y a ce que l'on peut appeler un roulement, c'est-à-dire que chaque groupe a son fan club, ses supporters, donc ils viennent pour les encourager et dès lors qu'ils ont terminé, la plupart donc cèdent leur place aux prochains spectateurs qui viennent supporter les prochains groupes. Vous l'avez dit, il s'agit de la soirée finale, une soirée qui est bien engagée puisqu'elle a débuté peu avant 17h avec la troupe Atoroiterei de Tauhere Sanford, la troupe de Tauhere qui a déjà remporté le 3e prix à Parima hier soir et qui ce soir concourt dans la catégorie Tapairu avec 3 autres formations, Hei Tahiti, Toa Matarau et Vaito Ura. Dans l'autre catégorie, la catégorie Mehura, eh bien, il y a 10 formations, 10 groupes qui vont tenter de décrocher le titre de vainqueur cette année. Arerevheine, Hei Tahiti, Mehura, Hiroamana, Hei Tahiti, Mehura no Hawaii qui s'apprête à monter sur scène. Au Heihia, au Meha Inuhine, Pupu Oritamar Inobaira, O Tamari, Poerava Nofaa et enfin Vaheana. Voilà ce que l'on peut dire sur la soirée. Par contre, il faut souligner un dispositif assez innovant cette année qui a été mis en place pendant les soirées de concours. Je veux parler du ticket solidaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsqu'un spectateur décide de quitter la soirée alors qu'elle n'est pas terminée, il peut remettre son ticket à la caisse qui se chargera de réattribuer gracieusement à un autre spectateur qui n'a pas pu payer ou obtenir un ticket pour la soirée. C'est quelque chose de nouveau mais surtout de louable. Résumé, réaction dans notre édition de demain soir. En attendant, vous pouvez retrouver les résultats quasiment en instantané sur la page Facebook de Te Whare Tauhiti Nui. Les résultats quasiment en instantané sur la page Facebook. Des fêtes de fin d'année sont l'un de ses mets préférés, difficile à imaginer. Pourtant, les litchis risquent de se faire rares. La production 2023 est loin des attentes. Oiseaux, mouches pisseuses, insectes, les coupables sont tous trouvés, mais l'un en particulier peut être plus fatal que les autres. Le risque cyclonique inquiète les agriculteurs. Explication avec Thomas Terite Puruarei sont des images de notre correspondant Roei Arii Areva.
Alors que l'année 2023 s'achève tout doucement, il faut prendre de la hauteur pour s'informer du niveau de production de litchi sur l'île de Tubuai en pleine saison. Il se trouve que la filière a failli à ses promesses de qualité dues essentiellement aux nuisibles. On met dans le carton. Par contre, là où ça a été bouffé par les oiseaux, voilà, on jette. Les insectes aussi, ils attaquent. Voilà, ça aussi, c'est pas bon. Donc, on met de côté et on trie les bons. Voilà. Il y a beaucoup de litchis qui sont touchés. Oui, cette année, beaucoup ont été touchés par les oiseaux, même par les mouches pisseuses. Oui. Cela a des répercussions sur l'ensemble de la récolte. Aujourd'hui, Sylvain et son épouse ont pu s'offrir 500 kilos à peine au prix de 1000 francs le kilo. L'ensemble a pris l'avion direction propriété. Par comparaison avec 2022, les prochaines fêtes ont déjà un goût d'inachevé. Pour cette année-ci, nous avons vendu 19 tonnes par avion au total et 15 tonnes par avion et 4 tonnes par bateau, donc on arrive à 19 tonnes au total. Voilà. Prévu sur 25 tonnes que j'avais prédit. Sur l'île, on compte 4000 pieds de litchi, une cinquantaine de planteurs se disputent ce secteur. La production peut atteindre 140 tonnes, on l'a déjà vu, reste que... Il y a eu un grand dérèglement climatique, il y a eu beaucoup de vent aussi, et des sécheresses avec des pluies diluviennes. Et c'est ça qui a perturbé un petit peu la floraison et la nouaison des litchis. On prévoit qu'il y a un cyclone en fin d'année, sinon au début d'année. Et quand il y a ces facteurs climatiques qui arrivent le cyclone, automatiquement il n'y aura aucune production de litchis parce que les arbres sont stressés. Fort de cet avertissement, notre couple de producteurs n'est pas au bout de ses peines, avec l'espoir que le ciel ne lui tombe pas sur la tête. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. La COP28 à Dubaï, avancée, promesse. Les grands pays ont 15 jours pour s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Premier accord trouvé, un fonds de pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables. Les îles du Pacifique sont les premières concernées. Au-delà du simple versement financier, c'est aussi un accompagnement qui est demandé. Au programme de votre soirée, le feuilleton Legacy, suivi de votre série We Hunt Together. On se quitte sur ces belles images de la cérémonie de clôture de la 17e édition des Jeux du Pacifique. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.